La station thermale de Karlovy Vary, en République tchèque, possède un hôtel mythique. Il se dresse fièrement au bout de l'élégante avenue Stará Louka. C'est l'un des plus vieux hôtels au monde. Il a été fondé en 1782, à une époque où la ville s'appelait Carlsbad et faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Bienvenue au Grand Hôtel Poup. Tout a commencé dans ce lieu qui abrite aujourd'hui le Café Poup. C'est là que le fondateur de la dynastie a ouvert une auberge en 1782. Il confectionne la fameuse Poup-Torte, une pâtisserie qui sera connue dans toute l'Autriche-Hongrie et qui changera le destin de Karlovy Vary. Au XVIIIe siècle, Carlsbad est un lieu de villégiature fréquenté par l'aristocratie prussienne et autrichienne. On se donne rendez-vous au Café Poup, un nom facile à retenir qui marquera la ville. Le fondateur de la dynastie se nomme Johann Georg Poup. C'est un pâtissier enthousiaste et ambitieux qui arrive à Carlsbad en 1767, à l'âge de 24 ans. Johann Georg Poup, qui s'appelait encore Jan Jiří Pop en tchèque, est arrivé comme jeune pâtissier à Karlovy Vary en 1767. Il a commencé à travailler chez un maître pâtissier de la ville. Il s'était pris de sa fille, a fini par l'épouser, et avec l'argent de la dot, le couple a investi dans un bâtiment de la ville. Il s'agit d'une construction en bois pleine de charme, au bord de la Tepla. Ils y ouvrent une auberge en 1782. À l'extérieur, ils aménagent un large accès bordé de tilleuls qu'ils baptisent l'allée Poup. Le succès est au rendez-vous. La noblesse de langue allemande se presse dans leur auberge pour déguster des pâtisseries, en particulier la spécialité maison, la Poup-Torte. Jan Jiří Pop a modifié son nom par la suite, car dans cette région, on ne parlait qu'allemand. Donc, pour s'adapter à la société qui l'entourait, il s'est rebaptisé Johann Georg Poup. C'est là qu'est née la marque. Cela montre en même temps sa clairvoyance, parce qu'il a évidemment organisé son affaire de manière à cibler la clientèle locale et le marché déjà bien en place. En bon commerçant, Johann Georg Poup vise la clientèle fortunée des curistes. Pour les gens du peuple, ces pâtisseries sont inabordables. C'est ainsi qu'il bâtit un empire commercial et fonde une dynastie qui dominera l'économie de Carlsbad pendant 6 générations. Aujourd'hui, plus aucun membre de sa famille ne réside en ville. Mais le Grand Hôtel, lui, est toujours là, 250 ans après sa fondation. Son histoire, vous la sentez jusque dans les moindres recoins. Il est impossible de l'ignorer. Cela signifie que si cette histoire qui ne s'achète pas est bien présente, vous devez évidemment savoir vous en servir comme d'un guide. Le Grand Hôtel Poup est unique du fait que son passé et son atmosphère sont perceptibles absolument partout. Et c'est ce qui le rend exceptionnel. De nombreux objets d'art sont exposés dans l'établissement. Ils rappellent son âge d'or, au tournant du XXe siècle. À l'époque communiste, on a jugé bon de faire table rase du passé. Et ces objets ont donc été remisés et ressortis des tiroirs en 2007. Avec son lustre et son horloge dorée, la réception de l'hôtel pourrait figurer dans un film d'époque. Le Poup a toujours été un haut lieu de divertissement. Concerts, thé dansant, salles de casino, tout était fait pour distraire les curistes après leur journée de soins.
Le Grand Hôtel Poupe est une légende aussi parce que la famille a toujours fait en sorte qu'il en soit une. Elle a toujours veillé à ce que les journaux évoquent la vie mondaine de Karlovy Vary, donc la vie mondaine de leur établissement. Avec son casino et ses aménagements luxueux, l'hôtel Poupe a souvent servi de décor au cinéma. Wes Anderson s'en est inspiré pour Grand Budapest Hotel. Et le film Casino Royale a été tourné là, avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond. On y retrouve le plus célèbre des agents secrets au Monténégro. Il descend au Splendide, un palace avec casino qui n'est autre que le Grand Hôtel Poupe. Le personnel se souvient encore très bien du tournage, en 2006. Daniel Craig occupait cette suite. C'était une grande expérience, vraiment extraordinaire. Lui-même était extrêmement agréable, sympathique, peu exigeant. C'est formidable de pouvoir vivre aussi ce genre de situation. Vous êtes dans un environnement totalement nouveau, en plein tournage d'un film. Au XVIIIe siècle, Johann Georg Poupe met un point d'honneur à satisfaire toutes les demandes de ses clients, même les plus farfelus. À sa mort en 1810, il laisse un établissement qui va se transmettre de génération en génération, jusqu'à un certain Anton Poupe. Anton est pâtissier, comme son aïeul. Ses deux frères, Heinrich et Julius, sont hommes d'affaires. Ils forment la 4e génération de Poupe. Ils s'associent en 1872 avec l'ambition d'ouvrir un grand hôtel. Jusqu'alors, dans l'ensemble, la famille Poupe et les successeurs du fondateur Johann Georg Poupe travaillaient comme exploitants de l'auberge. Cela représentait leur activité principale. En outre, devant l'auberge s'étendait une allée avec plusieurs boutiques, ce qui a aidé leur affaire à se développer. Les trois frères achètent les bâtiments alentours, démolissent le pavillon en bois et le remplacent par une construction moderne en acier, beaucoup plus imposante. Ils se sont efforcés de tout moderniser, de renouveler les équipements. Ils se sont aussi efforcés de proposer les meilleurs services. En outre, ils ont fait énormément de publicité afin d'attirer les meilleurs clients auxquels ils pouvaient procurer un certain confort. Si le nouveau bâtiment s'enorgueillit d'une capacité d'accueil beaucoup plus importante, nous sommes encore loin du grand hôtel d'aujourd'hui. En 1890, une catastrophe naturelle vient malheureusement ruiner les efforts déployés par les frères Poupe. Toute la ville de Carlsbad est touchée. La rivière Tepla sort de son lit. L'inondation se produit de nuit et l'établissement Poupe subit de gros dégâts. On disait de Karlovy Vary que c'était une ville sur l'eau ou une ville composée d'eau. Cette inondation a en fait été l'un des déclencheurs des grands travaux qui ont eu lieu ici par la suite. Il a fallu détruire la belle allée située devant l'établissement et ses espaces verts bordant la rivière. C'est là que les bâtiments du nouvel hôtel ont été érigés. Les trois frères saisissent cette occasion pour bâtir le grand hôtel dont ils ont toujours rêvé. Un établissement moderne, avec l'eau chaude dans les chambres, l'électricité et même un ascenseur. Un investissement considérable à l'époque. La reconstruction était indispensable. Les frères se sont aperçus qu'elle serait très ardue parce qu'à l'époque, les bâtiments avaient déjà presque 200 ans. Le nouveau bâtiment est de style néo-baroque, avec des ornements végétaux, une recherche de mouvement
et des formes géométriques. Le Grand Hôtel Poupe ouvre ses portes en 1893, après 3 années de travaux. C'est le plus bel édifice de la ville. Il enchante toujours, il vous surprend toujours. Je trouve ce bâtiment splendide et j'y ai mes endroits préférés. J'ai des vues uniques sur Karlovy Vary quand je regarde par certaines fenêtres. C'est une vraie merveille. À l'époque, les gens avaient déjà réfléchi aux joyaux qu'ils feraient de cette ville. La vue sur la rivière, sur les alentours est splendide. Nous sommes entourés par la forêt, la nature, la rivière. Les frères Poupe avaient tout de suite repéré le potentiel de ce lieu et ils ont su le mettre en valeur. À l'intérieur, une magnifique décoration Jugendstil s'offre aux visiteurs. Des cariatides aux cheveux ornés de fleurs et des chérubins dorés. La salle à manger est le cœur battant de l'établissement. Le Grand Hôtel Poupe est le joyau de Carlsbad. Les 3 frères ont réalisé leur rêve. S'il y avait quelqu'un d'important à Karlovy Vary, c'était son gouverneur, ou du moins une personne occupant une fonction élevée. Plus tard, ses habitants les plus illustres y étaient faits citoyens d'honneur. Par conséquent, bien avant que l'association des tireurs de la ville ne construise son hôtel, inauguré en 1901, c'était au Poupe que l'on célébrait divers événements. Il était donc fréquenté non seulement par sa clientèle, mais aussi par la ville qui y organisait certaines festivités. Le palace ouvre pour la saison thermale, d'avril à octobre. Le reste de l'année, il est fermé. Durant les mois d'été, il héberge essentiellement des curistes. La station thermale de Carlsbad accueille une clientèle internationale qui appartient à l'élite intellectuelle et économique de l'époque. Les clients arrivaient de toute l'Europe. Parmi eux, des Anglais attirés par le terrain de golf que la famille Poupe avait fait construire. Il y avait des clients français, d'autres qui venaient de Russie, de Pologne, mais surtout d'Allemagne et d'Autriche. C'était en majorité des aristocrates. Il y avait là des personnages extrêmement importants qui soit fréquentaient l'hôtel pour profiter de ses distractions spécifiques, soit y revenaient comme simples clients. Le thermalisme se développe et la ville entreprend à cette époque de grands travaux. Pour leur grand hôtel, les frères Poupe vont faire appel aux architectes qui dessinent le nouveau théâtre de Carlsbad. Le cabinet d'architectes Elmer et Fellner, situé à Vienne, était alors l'un des plus réputés d'Europe. Historiquement, Poupe avait déjà travaillé avec lui, car les frères Poupe ne travaillaient qu'avec les meilleurs. On a ici la preuve éclatante qu'ils n'ont rien laissé au hasard et qu'ils ont vraiment fait construire quelque chose d'unique. Les lampes rococo et les fresques sont dessinées par le cabinet d'architectes viennois. Le rideau est réalisé par le grand peintre autrichien Gustav Klimt avec son frère et Franz Matsch. Les frères Klimt se représentent sous les traits de musiciens de la Renaissance. Gustave joue de la flûte et Ernst du luth. Ils signent frères Klimt. Leurs 12 muses rendent hommage à l'art dramatique.
Carlsbad se transforme en une station thermale élégante et luxueuse. Et le Grand Hôtel Poop devient un bâtiment emblématique de la nouvelle architecture de la ville. Le nouvel édifice est apparu à la toute fin du XIXe siècle, époque où le style dominant en Europe était le néo-baroque. L'esprit de Ferdinand Fellner et de Hermann Helmer y est bien présent, même si leur nom ne figurait évidemment pas sur le projet. Mais les deux hommes étaient déjà venus à Karlovy Vary avant la construction de cet hôtel. Ils avaient conçu les plans du théâtre, des thermes impériaux et de toute une série d'autres édifices, si bien qu'ils avaient inventé un langage architectural correspondant au goût de la société mondaine. Service irréprochable et discrétion sont les deux mots d'ordre du Grand Hôtel Poop. L'établissement reçoit des personnalités éminentes et il mise sur l'excellence pour satisfaire la clientèle la plus exigeante. En travaillant ici, nous avons rencontré beaucoup d'importantes figures de la scène politique, des présidents, des chefs de gouvernement, des cheikh, des rois, mais aussi bien sûr des personnalités de la vie culturelle. Ce genre de rencontres, j'en ai vécu beaucoup au fil des années. J'ai fait l'immense erreur de ne pas les consigner, de ne pas noter les dates, mais j'y reviendrai peut-être un jour. Je les écrirai, j'en ferai la liste. Même si parfois, quand je reste tranquillement chez moi en prenant un verre de vin ou un café, je repense à mon travail en me disant « Ces expériences n'appartiennent qu'à toi. Personne ne peut te les prendre. » À la fin du XIXe siècle, de nombreux établissements hôteliers et restaurants ouvrent à Carlsbad. Mais la clientèle huppée continue de descendre au Poop. Pour les trois frères, c'est une consécration. Ils ont réussi à créer un hôtel mythique en travaillant main dans la main. Chacun s'occupait d'une partie spécifique de l'hôtel. Le directeur principal étant Anton Poop. Il était l'aîné de la fratrie et il intervenait partout. Mais lorsque l'empereur François-Joseph Ier est venu visiter le Grand Hôtel Poop en août 1914, tous les trois étaient présents devant l'établissement pour le saluer. L'empereur se rend à Carlsbad, en compagnie de l'impératrice, la célèbre Sissi. Une suite de l'hôtel porte aujourd'hui leur nom. La réception donnée en leur honneur reste dans les annales de la ville. Le menu du banquet est encore affiché au mur. Les frères Poop avaient fait venir des cuisiniers français pour l'occasion. Aujourd'hui, c'est au tour des cuisiniers tchèques de proposer les spécialités culinaires de leur pays. Pour ce qui est de s'inspirer des goûts tchèques, je ne dirais pas que c'est difficile, parce que tout a déjà été inventé. Qu'il s'agisse du coq au vin ou du poulet au paprika, en principe, ils ont un goût qui plaît, donc il est inutile de chercher à le modifier. Au début du XXe siècle, les frères Poop ouvrent un restaurant gastronomique en plus du restaurant de l'hôtel. Grâce à une équipe de cuisine de haut vol, il devient vite la meilleure table de Carlsbad. Ce restaurant était ici il y a 200 ans, et il restera encore au moins 200 ans. J'invite chaleureusement la clientèle à venir découvrir l'atmosphère qui règne ici. Qu'elle vienne voir le bel intérieur et les produits que nous préparons. Goûter le canard local, par exemple. Je recommande sans hésiter notre menu Poop. C'est un menu dégustation qui reflète vraiment la région ainsi que l'établissement.
Mais la guerre va bientôt déchirer l'Europe. La station thermale de Carlsbad ne sera pas épargnée. À Karlovy Vary, il n'y avait pas que les clients qui étaient étrangers. Parmi les employés de l'hôtel, il y avait les cuisiniers français. Il se trouve que la foule s'est mise à chasser, voire à lyncher ces cuisiniers français. La Première Guerre mondiale vient bouleverser la belle harmonie du Grand Hôtel. Carlsbad est pris dans la tourmente. De nombreux salariés du Grand Hôtel sont envoyés au front. Les cuisiniers français et le personnel natif de l'Empire austro-hongrois se retrouvent sur le champ de bataille, dans des camps ennemis. Comme les médecins sont nombreux dans la ville thermale de Carlsbad, un hôpital est aménagé dans une partie du Grand Hôtel. Dans l'autre partie, l'activité d'hôtellerie se poursuit au ralenti. L'hôtel tournait tant bien que mal. Naturellement, à mesure que la guerre se poursuivait, la situation empirait. La clientèle se faisait plus rare, la nourriture aussi, les aliments étant rationnés. En 1918, la situation était catastrophique sur le champ de bataille comme dans l'arrière-pays, où il n'y avait cependant aucun combat. Mais même à ce moment-là, alors que les choses allaient très mal, l'hôtel accueillait quelques clients. Le Grand Hôtel traverse la guerre sans subir de dégâts matériels. Mais à la fin des hostilités, ses finances sont au plus mal et l'établissement doit s'adapter à une nouvelle donne politique. L'Empire austro-hongrois éclate. La Tchécoslovaquie proclame son indépendance en octobre 1918 et le Pup devient un établissement tchécoslovaque. Julius, fils d'Anton Pup, reprend l'entreprise familiale vers 1920. Il ambitionne d'en faire un hôtel de rang international. C'est un patron soucieux du bien-être de ses salariés et de la ville tout entière. Des projets sociaux ont également vu le jour. Ainsi, dans les années 30, entre 1931 et 1935, on a construit le barrage de Březová, pour lequel on a embauché des habitants de Karlovy Vary. Des serveurs, des cuisiniers qui avaient perdu leur place ont contribué à ce projet. Dans les années 1920, l'activité thermale reprend. Carlsbad redevient une ville de villégiature où l'on vient pour prendre les eaux et s'amuser. Les curistes affluent vers les établissements de bains et les sources d'eau minérale. Julius Pup organise des thés dansants dans la véranda de son café. La musique aide à panser les blessures de guerre. En 1920, la renommée de l'établissement reposait sur ses dimensions exceptionnelles. En effet, il mesure 36 000 mètres carrés. C'est vraiment un édifice inouï. Et ce qui est encore plus inouï, c'est qu'il avait dès le départ été bâti en tant qu'hôtel. Le lieu avait donc du prestige, bien sûr, sans compter celui de Karlovy Vary, avec ses sources thermales et tout ce qui s'y trouve. Voilà ce qui est au fondement de notre célébrité. Le Paris-Carlsbad Prague Express reprend du service. Il transporte des voyageurs aussi bien français que tchécoslovaques. Les sources de Carlsbad se situent 2000 mètres sous terre. Elles sont connues depuis le Moyen-Âge. Les eaux thermales sont exploitées dans des établissements de bains et les eaux minérales réservées à la boisson. Au XXe siècle, le thermalisme devient à la mode et toute une culture se développe autour de cette pratique. Les sources minérales sont regroupées sous des portiques, appelés colonnades. Les curistes les parcourent en habit du dimanche, une tasse en porcelaine à la main. Il s'agissait pour le client de venir séjourner quelques jours à quelques semaines. On lui faisait passer des examens pour déterminer quelle eau de source il allait boire.
Le principe de la cure était le suivant. Vous vous présentiez le matin pour faire une promenade à jeun, vous parcouriez quelques kilomètres, puis vous buviez de l'eau de source à petites gorgées avant de vous détendre. Et cela s'accompagnait d'une séance de balnéothérapie. Les forêts environnant la station thermale étaient très belles, bien entretenues, et ce cadre aussi constituait un aspect fondamental de la cure. De nos jours, le Grand Hôtel Poupe propose un rituel santé et détente, ainsi qu'un bain aux plantes médicinales. Il possède une recette unique qui date du XVIIIe siècle. Franziska, l'épouse du fondateur, s'intéressait aux plantes médicinales. Son médecin de famille avait établi une formule de bain spécialement pour elle, qu'il lui avait écrite. Cette formule a été retrouvée pendant la reconstruction du bassin. Ainsi, nous disposons de sa version intégrale, qui nous permet de respecter la tradition qui existait au Poupe. L'association de la sauge, du bouleau, du millepertuis et du souci calme le système nerveux et stimule les zones du cerveau impliquées dans la satisfaction et la détente. Après l'éclatement de l'Autriche-Hongrie, la 5e génération des Poupes réussit son pari d'attirer une clientèle internationale dans la petite république tchécoslovaque. Le Grand Hôtel redevient un établissement de luxe, fréquenté par une élite. Selon moi, l'hôtel Poupe représente la quintessence de Karlovy Vary, le summum de l'agrément, mais aussi de la splendeur que peut offrir le thermalisme local. Pour le visiteur ordinaire de Karlovy Vary, c'est un endroit quasiment inaccessible. Dans les années 1920, on y joue les œuvres des grands compositeurs tchèques. Les bustes de Dvorak et Smetana ornent aujourd'hui la salle de bal. En 1925, Julius Poupe installe un orgue. En saison, on donnait des concerts tous les jours. Ils avaient lieu précisément dans cette salle. Karlovy Vary a eu cette chance de voir à l'œuvre le chef d'orchestre et compositeur Labitsky, qui justement les dirigeait. La fanfare militaire se produisait ici, ainsi que des orchestres invités. Et tout cela était indissociable de cette salle de spectacle. L'entre-deux-guerres est un âge d'or pour la dynastie Poupe. Le thermalisme est en vogue, l'activité hôtelière est florissante et même la crise économique des années 1930 n'entame pas la bonne santé financière de l'hôtel et de la station de Carlsbad dans son ensemble. Mais les horreurs du XXe siècle ne sont pas finies. En septembre 1938, l'Allemagne annexe les Sudètes, cette région de Tchécoslovaquie peuplée majoritairement de germanophones, dans laquelle se trouve Carlsbad. Les nazis envahissent la station thermale. Ils s'installent dans des bureaux situés près du théâtre municipal et prennent le contrôle de la ville, qui devient territoire allemand. Un an plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate, mettant un coup d'arrêt au tourisme thermal. La Wehrmacht défile dans les rues de la ville. Le Grand Hôtel reste ouvert. La famille Poupe fait-elle de la résistance ou collabore-t-elle avec les nazis? On l'ignore.
Quoi qu'il en soit, l'établissement continue d'accueillir des civils dans une partie des bâtiments. À partir de 1944, il abrite un hôpital réservé aux officiers allemands. La Croix-Rouge allemande transfère des soldats blessés dans les hôpitaux de Carlsbad. La station thermale est durement touchée dans les dernières semaines de la guerre. Les bombes américaines détruisent la gare et une partie de la vieille ville. Après la capitulation du Reich le 8 mai 1945, les soldats allemands quittent Carlsbad. La ville est libérée par les Américains, mais elle passe rapidement sous contrôle russe. Les armes à la main, les Russes ont exigé l'ouverture des caves à vin et l'accès aux provisions. Et pendant 2 jours, ils ont pillé l'établissement. Mais ce n'était pas une violence dirigée contre l'hôtel Pup lui-même. Il était considéré comme allemand. C'est pour cette raison que les soldats l'ont mis à sac. La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a donc pas été franchement bénéfique pour la ville. Et l'après-guerre a été tragique pour l'hôtel Pup et ses propriétaires. En 1945, le chef du gouvernement tchécoslovaque, Edvard Beneš, promulgue une série de décrets pour régler la question des Sudètes à sa façon. Il souhaite ni plus ni moins les dégermaniser. Pour cela, la Tchécoslovaquie expulse sa minorité de langue allemande et confisque ses biens. Les Allemands des Sudètes doivent quitter le pays avant la fin de l'année, en n'emportant pas plus de 40 kilos de bagages par famille. Tant qu'ils restent, ils doivent porter un brassard blanc. Toute inscription en allemand dans l'espace public est supprimée. Près de 3 millions d'Allemands des Sudètes sont ainsi jetés sur les routes, dont la famille Pup. En 1945, l'hôtel a été repris par l'administration tchécoslovaque. La famille a donc été contrainte d'abandonner ses biens et son cher établissement. La famille Pup a fondé cet hôtel et l'a dirigé pendant 6 générations. Chassés de Bohême, les descendants du pâtissier visionnaire se réfugient à Vienne, où ils tentent de refaire leur vie. Mais ils ne rouvriront jamais d'hôtel. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque la fin de la dynastie des Pup. L'établissement est nationalisé et reste en activité. Il gardera son nom d'origine. La nouvelle direction s'emploie à faire revenir la clientèle fortunée d'avant-guerre pour prouver qu'elle peut faire aussi bien que les anciens propriétaires. La salle de bal est rénovée en 1948. On pose une nouvelle piste de danse et on agrandit la scène. Le restaurant gastronomique propose une cuisine internationale qui attire de nouveaux clients. On se croirait presque revenu à l'âge d'or du Grand Hôtel. La clientèle danse et prend du bon temps, comme avant-guerre. Mais naturellement, elle a changé. La fine fleur de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie européenne a cédé la place aux hauts gradés de l'armée tchécoslovaque. Le Pup continue de proposer des concerts, des opéras et d'autres manifestations culturelles. Il accueille le concours de la reine de beauté tchécoslovaque ainsi que des défilés de mode. La boutique de l'hôtel vend de la haute couture et des fourrures, ce que les communistes jugent décadent.
la Tchécoslovaquie passe aux mains du Parti communiste en 1948. Dans les années qui suivent, l'influence du parti sur l'hôtel ne cesse de grandir. Les manifestations organisées au Poup s'inscrivent de plus en plus dans une visée politique. En 1951, le parti décide de rebaptiser l'établissement Grand Hôtel Moskva, autrement dit le Grand Hôtel Moscou. De 1951 jusqu'au début des années 90, il s'appelait officiellement le Grand Hôtel Moskva. Mais à Karlovy Vary, personne ne l'appelait jamais autrement que Poup. Les gens ne disaient pas qu'ils allaient au Grand Hôtel Moskva, mais à un festival ou à un bal au Poup, en discothèque au Poup, ou encore qu'une de leurs connaissances logeait au Poup. On ne disait pas le Grand Hôtel Moskva. Le changement de nom doit symboliser un changement de politique. L'hôtel ne doit plus être réservé à la bourgeoisie capitaliste. Le Parti communiste veut l'ouvrir au peuple. L'établissement est divisé en deux branches, un grand hôtel et un parc-hôtel. L'hôtel était toujours un établissement de premier ordre, qui recevait surtout des privilégiés. À vrai dire, le charme qui y régnait autrefois s'était un peu évanoui. On voit une architecture très différente près de l'entrée du côté parc, à droite. Dans l'ensemble, Karlovy Vary avait perdu son charme d'avant-guerre. La nomenclatura descend dans l'aile orientale du bâtiment, toujours appelé Grand Hôtel. Les travailleurs envoyés en cure thermale séjournent, eux, dans l'aile occidentale, à laquelle ils accèdent par une entrée séparée. Les deux groupes ne se croisent quasiment jamais. Le tchèque possède des dictons semblables à ceux d'autres langues européennes, comme par exemple « il faut ménager la chèvre et le chou ». C'est exactement selon ce principe que fonctionnait l'activité thermale de Karlovy Vary. Il fallait également satisfaire à la demande politique afin que les travailleurs puissent venir se détendre ici. Les travailleurs envoyés en cure à Karlovy Vary sont triés sur le volet. Ce sont des membres que le parti veut récompenser. Aujourd'hui encore, le Poup propose des chambres de seconde classe, à l'écart du grand hôtel proprement dit. À l'époque de la Tchécoslovaquie, le Grand Hôtel Moskva a une capacité d'accueil de 1000 lits. Mais les bâtiments se dégradent rapidement, faute de matériaux pour les entretenir. La façade s'effrite. Non seulement les représentants du régime politique de l'époque, mais aussi l'économie tchécoslovaque avaient intérêt à ce que Karlovy Vary attire une clientèle de l'Ouest. Tout simplement pour que l'hôtel soit rentable. Tels étaient donc les deux aspects de l'établissement à l'époque du régime communiste. La salle de bal accueille plusieurs congrès du Parti communiste et se transforme en quelque sorte en scène politique. Un incendie éclate en 1952. Des soldats envoyés en cure s'enivrent et mettent le feu à l'hôtel. Les flammes détruisent le 4e étage et ravagent des pièces richement décorées. Les travaux de rénovation dureront des mois. Pour nous, les Tchèques, Poup était le symbole de l'inaccessible, si j'ose dire. Parce qu'à l'époque, sous le régime totalitaire, des étrangers payaient le prix fort. Ou, à ce que l'on raconte, des membres du Parti communiste ou encore des militaires venaient y faire une cure thermale. Cela signifie que pour nous, simples mortels, Poup représentait l'inaccessible. Je n'ai jamais entendu dire qu'un membre de ma famille y soit allé, par exemple. En 1960,
la direction décide de mettre en avant le caractère national du Grand Hôtel et ouvre un bar qui propose des bières locales. Ce bar est situé sous la salle de bal. Aujourd'hui, il est décoré comme un club de gentlemen anglais. C'est un endroit feutré et discret. Dès qu'on arrive ici, on passe sans transition d'un superbe décor lumineux au décor typique d'un bar. Changement de musique, d'environnement, changement total d'ambiance en fait. Donc on découvre ce niveau d'agrément supplémentaire, cette nouvelle expérience qu'offre le Grand Hôtel Poupe. Nous nous trouvons au sous-sol. D'après moi, alors qu'on profite d'une atmosphère de détente dans les espaces situés au-dessus, on descend ici pour finir la journée. Un nouvel aéroport est construit pour les besoins du Festival international du film de Karlovy Vary. Acteurs, réalisateurs et scénaristes viennent y présenter leurs films dès 1946. La salle de bal du Grand Hôtel Moskva accueille les cérémonies d'ouverture et de remise des prix et se transforme en salle de cinéma pour l'occasion. Les chasseurs d'autographes se pressent devant l'entrée dans l'espoir d'apercevoir les vedettes internationales. Le Grand Hôtel Moskva devient pour un moment la vitrine culturelle de la Tchécoslovaquie. Les noms des stars sont immortalisés sous la forme de pavés de bronze dans la cour. Je pourrais vraiment écrire un livre sur tout ce que j'ai vécu ici depuis le temps. Les desiderata des uns, les exigences des autres, les situations particulières. Pour ce qui est du festival, on a accueilli des clients qui ne nous ont pas ménagés, si j'ose dire. Dans l'ensemble, il s'agissait de personnes qui se trouvaient dans l'ombre des stars. Ce n'étaient pas les stars en tant que telles, mais les impresarios et leurs assistants qui compliquaient inutilement les choses. Les stars en elles-mêmes, ce sont des gens comme vous et moi. Dans les salons de l'hôtel, des portraits de stars ornent aujourd'hui les murs. Ben Kingsley et Keira Knightley ont séjourné aux Poupes, parmi tant d'autres. Quand je repense à Renée Zellweger, par exemple, j'ai un souvenir très vif de son arrivée, quelques heures avant la cérémonie d'ouverture. Le président du festival du film l'a accueillie devant l'hôtel et elle était en jean et t-shirt avec un sac à main. Elle a dit en riant « Je n'ai même pas un seul bagage, mes valises sont ailleurs qu'en République tchèque. » On lui a dit qu'évidemment, on pouvait lui prêter une robe pour arranger ça. Et elle a répondu « Non, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera encore. » Et elle est allée à la cérémonie d'ouverture en jean et t-shirt. Impossible de venir au festival du film de Karlovy Vary sans goûter au célèbre cocktail Poupe. Vous êtes en train de préparer un verre, et voilà que Johnny Depp est à côté de vous, et vous dit « Salut, qu'est-ce que tu fabriques ?»« Hey, bonjour Johnny, je prépare des cocktails de bienvenue. » Et lui ? Ouais, cool. Et on poursuit. C'est le genre d'anecdote qui vous reste en mémoire et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Alors que tout le monde attend de voir Johnny Depp pour faire une photo avec lui, il apparaît brusquement à côté de vous et vous donne une tape dans le dos en disant « Cool job ». Ça, ce sont des choses qui ajoutent de la valeur à votre travail au Grand Hôtel Poupe. Il y a non seulement l'évolution historique de l'hôtel, mais aussi la façon dont il a traversé, pourrait-on dire, plusieurs étapes de l'histoire du monde. Il est encore debout, alors que de nombreuses traces de cette histoire ont disparu. Le Grand Hôtel Poupe, lui, survit encore avec sa valeur historique. Dans les années 1980,
Les festivals de cinéma et autres manifestations médiatisées ne suffisent plus à masquer la triste réalité des pays de l'Est. L'opposition au régime grandit dans tout le bloc soviétique. En Tchécoslovaquie, elle mènera à la révolution de velours qui renversera le pouvoir en place en 1989. Le grand hôtel fondé par les Poupes change à nouveau de main. Bien sûr, après la révolution de velours, d'autres rénovations ont eu lieu. Je ne suis pas certain qu'on ait alors fait appel aux meilleurs architectes. En revanche, si je compare l'intérieur du Grand Hôtel Poupe aujourd'hui à celui des hôtels de première catégorie à Prague, par exemple, il n'a vraiment rien à leur envier. Je dirais même qu'il est encore plus beau que l'intérieur de ces hôtels pragois. Quelques jours après la chute du régime communiste tchécoslovaque, les salariés de l'hôtel démontent l'enseigne Grand Hôtel Moskva qui orne la façade. L'établissement reprend le nom de Grand Hôtel Poupe, même s'il n'a plus de lien avec ses fondateurs. Il est privatisé en 1991. Il faut qu'on entende un bel air de piano, qu'on voit des fleurs fraîches, qu'on hume les bonnes odeurs des produits locaux. Nous voulons que les clients ressentent le caractère tchèque de l'hôtel et qu'ils aient l'impression d'avoir vu quelque chose de significatif qui nous distingue des hôtels franchisés. L'impression que nous sommes un peu différents. Et c'est ce vers quoi nous dirigeons nos efforts. Être unique. Les architectes rénovent l'établissement de fond en comble. Rien ne doit subsister de l'époque communiste. Aujourd'hui encore, le personnel de l'hôtel préfère oublier cette sombre période. Le Grand Hôtel Poupe retrouve son style néo-baroque et Jugendstil. Les cariatides et les chérubins soutiennent de nouveau les plafonds. Poupe fait partie intégrante de la ville, même si ses chambres et son restaurant ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Mais au moins, quiconque visite la ville passe devant le Grand Hôtel Poupe afin de le contempler et d'en savoir plus sur son histoire. Verre en cristal de Bohême, service en porcelaine édité pour le centenaire de la République tchèque. De nombreux détails soulignent le caractère national de l'établissement, mais aussi sa dimension familiale. Les clients reviennent parce qu'il y a chez nous quelque chose en plus. C'est ce qui rend cet hôtel exceptionnel, le fait qu'on n'y pratique pas d'hébergement de masse. Il y a souvent aussi le mot « aimable » qui fait plaisir des deux côtés et pour lequel les clients reviennent. Le Café Poupe a réouvert. Ici, on perpétue une tradition inaugurée par le patriarche Johann Georg Poupe et entretenue par les trois frères et Julius, le dernier de la dynastie. Tous ont contribué à faire du Poupe un hôtel mythique. La célèbre Poupe-Torte n'est pas sans rappeler la fameuse Zacher-Torte viennoise, dont l'inventeur est lui aussi à l'origine d'une dynastie d'hôteliers. Évidemment, la Zacher-Torte est beaucoup plus célèbre, mais nous mettons tout en œuvre pour faire connaître la Poupe-Torte et pour que les pâtisseries puissent la confectionner. Nous en avons fait parler dans un magazine tchèque, pour en donner non pas la recette exacte, mais la base, afin qu'elle puisse être préparée à la maison, ou bien dans les pâtisseries et les cafés. L'histoire est omniprésente au Grand Hôtel Poupe.
Ces dernières années, la clientèle était essentiellement russe. Elle a déserté les lieux depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le Grand Hôtel Poupe a surmonté beaucoup de changements de régime politique et de gouvernement, beaucoup de crises financières. À mon avis, il ne s'agit là que d'une partie de sa riche histoire qui appartiendra bientôt au passé. Et nous poursuivrons ce pourquoi nous sommes là. La station thermale de Karlovy Vary est en pleine mutation. De nombreux commerces et immeubles appartenant à des Russes sont actuellement en vente. Mais le Grand Hôtel demeure fièrement au bout de la Stara Louka. On oublie souvent Karlovy Vary, mais sa position le long de la rivière entre les collines est vraiment exceptionnelle. Vous vous promenez dans la ville en partant du musée Jan Becher, et puis ça monte. Vous arrivez directement au Grand Hôtel Poupe. Et quand vous le voyez apparaître en face de vous, je crois que c'est vraiment le summum. Je dirais même que c'est ce qui fait du Grand Hôtel Poupe ce qu'il est. Le Grand Hôtel Poupe à Karlovy Vary. Un lieu mythique qui a imprimé sa marque à une ville tout entière et qui a survécu à tous les changements de régime et toutes les guerres.